Rebonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre dernière table de cette journée. La table s'appelle « À l'heure de l'urgence, comment accompagner la société ?» Les tables s'agira de faire émerger des pistes ou des idées nouvelles à explorer pour une prise en compte de l'urgence. Ces échanges de connaissances se déroulera comme les précédentes tables. Chaque intervenante aura 5 minutes pour vous présenter et donner des premières pistes sur la réflexion. Je donne la parole à Nathalie Blanc. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro marche. Oui, tout à fait. Donc, je suis Nathalie Blanc. Donc, je dois faire partie des toutes premières générations du Master Espace et Milieu il y a 30 ou 40 ans. Donc, c'est comme l'a rappelé une précédente intervenante. Je travaille aujourd'hui en tant que directrice de recherche au CNRS, en tant que géographe, et je dirige un centre entre Sciences Po et l'Université de Paris-Cité qui s'appelle le Centre des politiques de la Terre, censé promouvoir l'interdisciplinarité entre les sciences exactes et naturelles et les sciences humaines et sociales. Alors là, je vais vous parler d'un récent contrat qui a porté sur l'accompagnement à l'engagement écologique, un contrat qui a été financé par l'ADEME, et qui montre toute la complexité de ces questionnements-là, puisque nous avons fait du terrain à l'échelle de la métropole parisienne, donc le Grand Paris, sur la manière dont on pouvait accompagner à la fois les individus qui souhaitaient s'engager, les collectifs, c'est-à-dire essentiellement des associations qui décident d'intervenir, par exemple, sur un territoire, et les territoires qui décident de promouvoir des modes d'action concertés à l'échelle de ces territoires, à l'échelle de ces territoires en animant, par exemple, des assemblées citoyennes. Alors on pourrait prendre, pour exemple, la Convention nationale citoyenne climat, qui a été une façon d'engager les citoyens dans une dynamique collective à l'échelle de la nation, même si cette dynamique n'a pas été accompagnée jusqu'au bout, puisqu'il y a peu de choses qui ont abouti. Alors, ce qu'on voit quand on fait un travail d'enquête sur l'accompagnement à l'engagement écologique, ce sont d'abord des difficultés et des verrous, ce qu'on a appelé, nous, des verrous, dans le rapport qu'on rend à l'ADEME aujourd'hui. Alors, des verrous à l'engagement individuel qui tiennent à la fois à, par exemple, parce qu'ils sont très nombreux, ces verrous, quand on essaye de conseiller des personnes de s'engager dans des associations, qui tiennent à la difficulté qu'ont les associations d'accompagner ces personnes qui s'engagent, une difficulté qui tient notamment au peu de temps que les bénévoles ont dans ces associations pour accompagner les personnes. Ça peut être aussi un autre verrou qui tient ce qu'on appelle au saut cognitif d'une certaine manière, c'est-à-dire que les personnes qui viennent s'engager se retrouvent confrontés à des personnes qui ont un discours, des connaissances qui leur paraissent tout à fait hors de portée par rapport à une certaine simplicité de l'engagement qui les conduit. Ça peut être aussi, au contraire, un sentiment de n'être pas à sa place, c'est-à-dire par exemple des enseignants qui souhaitent s'engager dans des associations et qui se retrouvent à faire la petite main sur des choses diverses et qui ont le sentiment qu'on ne tire pas parti de leur engagement dans la mesure qu'il convient. Donc, vous voyez que cet engagement individuel dans les questions écologiques, il est plus complexe individuellement. Alors, quand on parle d'association, là, c'est tout à fait autre chose auquel on se retrouve confronté. Il y a eu plein de travaux de collègues qui travaillent sur la question des associations, ce qu'est faire collectif. Le sentiment qu'on peut avoir à regarder ces collectifs qui prolifèrent aujourd'hui. Si vous regardez la montée en puissance du monde associatif à l'échelle du territoire national, alors j'ai pas les chiffres là en tête, mais on a plusieurs millions d'associations qui s'engagent sur des questions diverses de société et qui promeuvent notamment la question des solidarités. C'est ce qu'on voit sur les territoires, une minute. Donc, et ces associations, elles ont des difficultés de structuration,
Elles ont des difficultés de financement à une période où les collectivités locales subventionnent beaucoup moins qu'avant, si jamais elles ont vraiment subventionné ce type d'engagement. Elles ont aussi une difficulté, c'est qu'elles sont taxées d'être instrumentalisées par la puissance publique, ce qui rend d'autant plus difficile leur travail d'accompagnement politique d'une transition écologique. Enfin, les territoires, pour finir sur les 30 secondes, il y a beaucoup de dynamiques territoriales engagées dans cette question de la transition. Ces dynamiques territoriales, elles essayent d'aller à la rencontre de la société civile et notamment des associations pour essayer d'accompagner un mouvement plus général, de faire en sorte que ça soit pas juste les pouvoirs publics qui s'engagent dans cette transition. Et là aussi, on a beaucoup de difficultés. Et l'une des difficultés, je clorai là-dessus, c'est la difficulté d'engager l'ensemble de la société. Et notamment, je pense à un travail qu'on fait avec le GIEC francilien auquel j'appartiens, c'est d'essayer de voir comment accompagner les classes populaires dans cette transition. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole à Nathan Herford. Bonjour, du coup Nathan Herrier-Fort de la dernière promotion diplômée. Il me reste 2 minutes apparemment. Non. Donc 2021-2022. Je ne vais pas revenir sur mon parcours, parce qu'il est très frais et très, très récent. Je vais essayer de répondre à la question, donc, à l'heure de l'urgence, comment accompagner la société quand on est travailleur dans les métiers ou travailleuse dans les métiers de l'environnement. Les 3 premières tables rondes, on a vu que cette question de l'urgence, on en a déjà parlé automatiquement, naturellement, les intervenants et intervenantes en ont parlé de comment faire, comment répondre face à cette urgence quand on est travailleur de l'environnement. Donc c'est une question qui est centrale. C'est d'ailleurs le thème du prochain festival international de géographie de cette année, donc les urgences. Donc en fait, l'urgence arrive dans le champ scientifique, et notamment, en fait, c'est devenu un fait scientifique. Aujourd'hui, contester l'urgence, c'est ne pas accepter donc de voir, d'observer, l'observation des dérèglements, des dynamiques naturelles qui entraînent des dysfonctionnements sur nos sociétés, des dysfonctionnements dus à un certain modèle économique d'épuisement des ressources et des richesses. Donc, quand on est travailleur des métiers de l'environnement, on va avoir quand même en face de nous, donc pour répondre face à cette urgence, il faudra qu'on ait un discours, parce qu'en face, il y a quand même des discours un peu ennemis qui sont de l'ordre du climato-scepticisme, autrement dit, si on veut élargir un peu la biodiversité, de l'éco-scepticisme. Donc il y a le climato-scepticisme à l'ancienne, où juste on refuse les faits scientifiques qui sont qu'il y a des dérèglements qui vont entraîner de graves problèmes, mais aussi de nouveaux climato-scepticismes, notamment Pablo Servigne qui en parle, qui est par exemple la technologie salutaire que la prochaine arche de Noé sera l'intelligence artificielle et les robots. Je pense qu'il faut intégrer ça dans le climato-scepticisme, parce qu'il est vraiment très intégré dans les classes dirigeantes aujourd'hui, que ça soit au sein de l'État et que ça soit au sein des grandes firmes et du grand patronat. Donc il y a d'autres discours un peu ennemis qu'on doit faire face, notamment l'éco-washing qui dit qu'il va faire des choses mais les acteurs ne vont rien faire, ou encore l'éco-ignorance où une large partie de la population ne sait pas de quoi on parle réellement et n'ont pas en main les faits scientifiques. Donc en tant que travailleur des métiers de l'environnement, il y a du boulot, mais il faut sortir du pessimisme pour trouver les moyens de se battre quand même pour participer à stopper le désastre en cours. Et donc, quelle place nous avons en tant qu'experts de l'environnement là-dedans? En tant qu'experts, donc on va être soit dirigeant, soit cadre, soit technicien. Et la première place de bataille, c'est bien sûr agir au travail. Le travail en tant que on a des compétences, on a un travail, donc on va pouvoir influencer les décisions et l'activité de la structure dans lequel on travaille. Ça a été évoqué par les parcours. Là, on a quand même différents parcours d'intervenants et d'intervenantes qui ont évoqué tout ça, leur envie et leur bataille à essayer de modifier, de faire en sorte que leurs actions et leur travail puissent être des actions pour répondre à l'urgence écologique en cours. Mais il y en a d'autres. Donc influencer les décisions, souvent c'est de l'ordre quand on est dirigeant ou cadre, quand on est masterisé en général, on va vers ces métiers. Mais il y en a d'autres qui est notamment faire face aux décisions ou dénoncer les pratiques dans notre structure.
Et là, moi, j'aimerais revenir quand même sur l'importance du syndicalisme qui n'a pas été évoqué aujourd'hui. Mais se syndiquer quand on est travailleur des métiers de l'environnement, c'est important. Notamment, donc historiquement, ça a été quand même super important face aux maladies professionnelles, face aux accidents de travail, donc pour sécuriser les lieux de pollution potentiels. Donc voilà, il y a quand même une histoire du syndicalisme. Et aujourd'hui, c'est aussi surtout pour sauver les services publics. On a eu des grandes grèves, non, des petites grèves, notamment à l'ONF, mais dans plein d'autres structures publiques, parce qu'en fait, on s'aperçoit depuis des années, les ressources humaines, enfin les postes sont en diminution, alors qu'on est dans une urgence assez terrible, hein, d'après les faits scientifiques. L'État se désengage de cette question. Et donc le syndicalisme est quand même là, doit être présent, et je vous invite quand même tous en tant que travailleurs des métiers de l'environnement à participer à une activité syndicale, permet de défendre quand même des services publics de qualité qui aujourd'hui quand même, on le voit dans les travailleurs ici et les travailleuses, c'est les services publics qui sont moteurs et qui engagent l'activité privée aussi qui vient soutenir, mais qui sont moteurs de cette défense de l'environnement, de cette réponse à l'urgence. Bon, après, il y a d'autres, encore une petite minute, il y a d'autres moyens aussi d'agir. Donc, en dehors du cadre syndical, on va être des experts, alors bon, généralistes, spécialistes, etc. On peut discuter longtemps là-dessus, mais on va quand même être des experts. Donc, on possède un savoir, et quand même, le savoir, c'est un pouvoir, et il nécessite une bonne utilisation au sein de la population, notamment dans des associations. C'est important. Il y a eu Madame Noiset qui, du coup, participe à des enquêtes publiques. En effet, on a des compétences de comprendre les enquêtes publiques. Franchement, c'est chiant, c'est relou. Moi, je demande pas à chaque citoyen d'aller regarder les enquêtes publiques. Il faut quand même des compétences pour participer à ça. Et donc, c'est un des moyens, par exemple, quand on est travailleur des métiers de l'environnement, d'agir donc au sein, localement ou nationalement, dans les enquêtes publiques, etc. Voilà. Autre moyen, quand on est en dehors, c'est être élu, participer à une vie partisane, parce que quand on est maire, quand on est élu municipal, quand on est dans un ministère, on a quand même des moyens. On a un élu, juste ici, Monsieur Raffin a été élu. C'est quand même des moyens énormes. On a parlé de la législation, de la juridification, je sais plus quoi, judiciarisation, c'est ça, de l'environnement. C'est quand même une porte ouverte énorme, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas de moment révolutionnaire des populations qui se disent c'est la fin. En effet, c'est pas la fin. Donc, c'est par la démocratie que les changements vont s'opérer. Donc, voilà, participer à une vie partisane, être élu, ça peut être un autre moyen pour agir en tant que travailleur des métiers de l'environnement. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Bruno Gentil. Merci. Raconter sa vie, répondre à la question et être dans le sujet de la journée, c'est pas gagné, surtout en 5 minutes. Je vais quand même essayer. Donc sur le parcours, je vais mettre l'accent sur des choses qui me sont arrivées, qui sont en lien avec la question des métiers de l'environnement. Hein, et à mon avis, avec des problématiques qui sont vraiment en lien avec le sujet de la table ronde. Donc moi, après des petites études en sciences économiques, j'étais déjà militant dans les associations de défense de la nature et de l'environnement. J'ai été embauché par une fédération départementale que j'ai contribué à développer. Et dans ce cadre-là, on a fait beaucoup du curatif. Hein. On s'est beaucoup opposé à un tas de projets qui consistaient à bétonner les zones humides, à urbaniser à tour de bras. Donc on passait vraiment pour des emmerdeurs. Alors quand même, on essayait de faire des choses positives. Parmi ces choses positives, on a lancé une des premières, on ne parlait pas de ça à l'époque, mais de ce qui deviendra plus tard les ressourceries avec un centre de tri. On a développé ça et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que, et là on est vraiment en lien avec le sujet, qu'à nouveau c'était du curatif. Dit de manière très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je me suis dit il ne faut pas que l'écologie, que le tri et le recyclage deviennent à l'écologie, parce que l'indulgence est à la religion catholique. C'est-à-dire, je peux beaucoup pécher, c'est pas grave, j'ai des images saintes, j'irai au paradis. Hein, donc je peux beaucoup gaspiller, c'est pas grave, je trie. Et je me suis dit, donc il faut vraiment aller beaucoup plus loin et renouveler le métier. J'ai donc profité en 2002 d'une disposition qui datait de Chaban-Delmas. Donc là, alors, qui connaît Chaban-Delmas ici
à part les cheveux blancs, c'est compliqué, qui avait créé le congé individuel de formation, qui permettait donc d'être payé à 80% de mon salaire brut, c'est-à-dire plus que ce que je gagnais normalement, pour suivre le master espace et milieu. Ce qui m'a permis, grâce au master et notamment grâce au stage, de devenir l'expert français, voire européen, de la question de la prévention des déchets, qu'aujourd'hui on appelle l'économie circulaire. Bon, enfin, là aussi je fais rapidement, par nécessité. Donc je crée mon entreprise dans la foulée du DESS. Je me souviens d'un rendez-vous avec la charmante responsable de l'agence pour la création d'entreprises dans mon département, l'Essonne, qui me dit « Ah non, mais attendez, réfléchissez bien, ça va jamais marcher, votre histoire. » Mon nouveau métier, c'était conseiller en réduction des déchets. Je lui disais, je vous ferai payer éventuellement sur les économies réalisées. Il me disait, franchement, je vois passer des dingues, mais des comme vous, c'est rare. Donc réfléchissez bien avant d'y aller. Ça a très bien marché, parce que ça répondait à un besoin, et parce que, c'est pas moi, c'est parce que je suis tombé au bon moment par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on avait, après avoir fait les boulets dans les collectivités pour le tri et le recyclage, à partir du moment... Oh là, oui, 2 minutes. À partir du moment où il y a eu de l'argent pour le tri et le recyclage, le décret de 94 qui crée les éco-organismes, plein de collectivités se sont dit, puisqu'il y a du fric, après tout, on va y aller. Hein. Et donc, certains se sont mis, moi j'ai même vu un sénateur francilien qui se prétendait expert, on en revient à un généraliste spécialiste, expert en gestion des déchets, qui m'avait interpellé à un colloque pour me dire, mais monsieur Gentil, enfin moi je l'avais interpellé pour lui dire, il se plaignait de l'augmentation des quantités de déchets. Je lui dis, mais pas du tout. C'est pas la quantité de déchets qui augmente tant que ça, c'est la quantité de déchets collectés. C'est-à-dire qu'après avoir fait les boulets pour ne pas vous lancer dans le tri, maintenant vous demandez même aux citoyens de mettre devant leur porte des déchets verts. Donc en quelque sorte, d'appauvrir leur jardin pour faire un circuit touristique aux tonnes de gazon et aux branches d'arbres. Voilà. Dans la foulée, j'ai eu, il faut vraiment que j'accélère, j'ai participé en tant que négociateur au Grenelle de l'environnement. Donc là, ça a été aussi l'occasion de faire une série de propositions. Et pour en revenir sur le programme, et après on pourra développer la suite et plus répondre peut-être à la question de l'urgence, j'ai été vice-président du Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e chambre de la République, celle que personne ne connaît ou que ceux qui connaissent traitent d'un mouvement de planqué, paresseux, etc., mais qui pond des avis assez intéressants et qui, ça rejoint ce que disait Nathan précédemment, qui ont l'avantage d'être votés par des représentants du patronat, des syndicats de salariés. Et dans ce cadre-là, j'ai été co-rapporteur. Je dis ça parce que le programme indique que je suis co-rapporteur d'un avis, mais sans dire d'où vient l'avis. Donc, c'est un avis entre moi et ma voisine. Non, c'est un avis du CESE sur l'emploi dans la transition écologique. Et là, c'est important parce que, au début, les membres de la société civile voulaient nous entraîner dans un avis sur les héros de la transition écologique. Les emplois verts, hein, ceux qu'on représente en Stakhanov avec des cuirasses qui vont sauver la planète, ou plutôt sauver l'humanité, parce que la planète n'a pas besoin d'eux. Et donc on a dit, mais non, si on veut réellement réussir un changement dans la société, tous les emplois sont concernés. Et c'est important parce que, et je termine là-dessus, c'est ça, il faut terminer, hein. Je termine là-dessus. Aujourd'hui encore, vous allez sur le site du ministère en charge de l'écologie, qui change de nom tous les 4 matins, donc j'ai oublié son nom actuel. Vous avez les emplois verts, un distinguo qui est fait entre les emplois verts, donc ceux qui contribuent directement dont la finalité est directement environnementale. Là-dedans, vous avez la gestion des déchets. Donc à la limite, plus on fera de déchets, plus il y aura d'emplois verts. Vous voyez l'absurdité de la chose. Vous avez les emplois verdissants, ceux dont la finalité n'est pas directement environnementale, mais dont les compétences évoluent pour intégrer les enjeux environnementaux. Donc là, on voit qu'il faut être quand même ingénieur des mines ou des grands corps de l'État pour prendre des définitions comme ça. Et là-dedans, vous avez les métiers de l'agriculture, sans distinction entre l'agriculture bio et l'agriculture industrielle. Donc il y a vraiment... Et au bout du compte, vous avez les passifs, les spectateurs, c'est-à-dire l'économie grise. Alors eux, on leur demande rien, seulement d'applaudir quand les emplois verts auront réussi la transition écologique. C'est-à-dire jamais si on raisonne comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Sébastien Girard. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis du DESS de 1997 et donc voilà. J'ai fait aussi l'IUP, la première version de l'IUP Gestion et Génie de l'environnement, la première année.
Donc j'ai commencé en bureau d'études et je me suis vite réorienté après vers les collectivités. Et aujourd'hui, je suis au conseil départemental du Val d'Oise, où j'y ai commencé il y a 22 ans en tant que chargé de mission pour développer la politique espace naturel sensible. Et aujourd'hui, je suis directeur et je couvre toutes les activités de l'environnement, y compris l'agriculture, dans une direction de 50 agents. Et on supervise aussi 2 syndicats mixtes, dont un syndicat mixte qui est aujourd'hui chargé de planter la plus grande nouvelle forêt de France et peut-être même d'Europe, le syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelet, qui est chargé de faire la plantation de la forêt du Grand Paris, qui s'appelle aujourd'hui la forêt de Maubuisson, sur la plaine de Pierrelet, qui est un ancien champ d'épandage des eaux usées de la ville de Paris. Un projet à 85 millions d'euros, où il y a 1300 hectares de nouvelles forêts à planter. Donc le Val d'Oise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit département, le plus petit de la Grande Couronne, au nord-ouest, à la frontière de la Normandie et de la Picardie, l'ex-Picardie. Il est connu pour ses villes emblématiques qui sont connues pour les côtés négatifs du Val d'Oise, donc Argenteuil, Sarcelles, Roissy. Mais le Val d'Oise, c'est aussi et surtout 2 PNR et donc 60% du territoire couvert. Et le département qui a le plus de son territoire classé ou inscrit au titre du patrimoine paysager ou du patrimoine historique, puisqu'on a 70% du territoire concerné, ce qui nous crée des grosses contraintes pour les projets, y compris environnementaux, avec nos collègues de l'ABF et de la DRAC. Du coup, qui aussi a permis de protéger le patrimoine et le territoire. Donc premier, et alors que la moyenne française c'est 3%, le département c'est 70%. Donc juste vous préciser aussi que dans les valeurs qui sont issues de la formation et que je partage largement et que je remercie cette formation, il y a tout à fait l'esprit d'avoir au point de départ de s'appuyer sur le terrain et aussi de s'appuyer sur un réseau de partenaires et de ne pas travailler seul. On a beau être généraliste, il faut arriver à s'entourer de spécialistes et notamment tout un tissu associatif de partenaires techniques et scientifiques qui nous permettent d'avancer notamment sur les politiques espaces naturels et de créer des synergies pour avancer intelligemment, y compris avec les autres échelons de collectivités, régions notamment. Donc voilà, les principes, il faut aussi savoir s'adapter et évoluer avec les législations toujours de plus en plus nombreuses. Rester motivé pour pouvoir entraîner et faire évoluer le territoire et les habitants et les acteurs et être accepté pour être reconnu par le territoire et du coup être crédible. Donc pour moi, accompagner la société, c'est d'abord en effet donc la preuve par le terrain et puis de partager et valoriser aussi les bonnes pratiques, les essaimer auprès des autres acteurs. Donc on peut, en tant que collectivité qui est plutôt ciblée aussi sur une grosse compétence sociale, c'est logique au niveau du département, on peut, pour moi, aller sur une approche par type de public au niveau du département, accompagner la société dans l'évolution et l'urgence environnementale, écologique. Ça commence par les jeunes. Donc voilà, on a tout un système au niveau du département d'appel à projet pour les collégiens, parce que les collèges, c'est le cœur du cible du conseil départemental. Donc on a aujourd'hui 112 collèges dans le Val d'Oise, on est le plus jeune département de France. Donc 112 collèges, on a un appel à projet annuel où on a une quarantaine de collèges qui travaillent avec nous sur des projets qui concernent toutes les thématiques de l'environnement. Et on a fait une synergie avec aussi des associations, déjà, pour avancer sur ces sujets-là. Donc on a aussi créé des liens. Le grand public, alors c'est une autre cible qui est plus difficile à toucher quand on a un département parce qu'on est un peu plus loin du terrain, comme les communes sont plus proches. En tout cas, on a tout notre dispositif de sortie nature sur les espaces naturels avec une programmation annuelle qui permet de toucher un public large. Les associations, bien sûr, on ne travaille pas sans les associations, mais les associations, on peut aussi les aider dans le cadre d'appel à projet. Alors, on a un appel à projet original au niveau national aussi sur tout ce qui est la valorisation et la préservation des pollinisateurs sauvages, dans le cadre du PNA. Les collectivités, bien évidemment, communes et intercommunalités, où là, le département a un peu récupéré le rôle de l'État antérieur sur l'assistance technique, sur les projets,
notamment sur tout ce qui est eau potable, assainissement et espace naturel, et le financement de tous les projets. Les particuliers, alors on a aussi récupéré sous pression de l'État le pilotage du Conseil à la rénovation énergétique pour les particuliers dans le cadre de la maîtrise des dépenses énergétiques et donc c'est l'acronyme SAR, hein, qui est une usine à gaz, honnêtement, est très compliqué à gérer. Les agents en interne, en développant des formations, la fresque du climat, voilà, par exemple, ou l'outil MyCO2. Et je voulais terminer par deux aspects quand même. Les élus, alors on ne travaille pas, nous, dans une collectivité sans les élus. Ce qui est très important aujourd'hui, pour moi, c'est d'avoir des élus qui sont devenus très moteurs et très motivés par ces sujets-là, et c'est pas de la langue de bois, hein. On peut piloter des projets inspirants qui sont issus d'un projet politique et qui ne remontent pas forcément des techniciens. Donc des fois, c'est frustrant de se brider et de ne pas avoir eu soi-même l'idée de proposer des projets que les élus sont arrivés à proposer. On va piloter la création d'un centre de soins pour la faune sauvage. On revient au hérisson, toujours. On a lancé des brigades vertes. On a un projet de sanctuaire biodiversité sur une île de la Seine qui a démarré. Et on a un plan d'action complet sur la lutte contre les dépôts sauvages, avec l'intelligence artificielle et la détection par satellite. Et on a aussi un plan d'action pour développer les analyses de l'air intérieur pour les établissements publics et notamment dans les collèges. Dernier acteur qu'il faut sensibiliser et impliquer, les agriculteurs. C'est pas le cœur de la compétence du département, mais néanmoins on a des aides qu'on appuie avec la région Île-de-France. Et c'est vrai que c'est pas forcément les acteurs les plus faciles à mobiliser sur le sujet. Je pense que mon voisin de gauche vous en parlera mieux que moi. Et dernière possibilité, j'en termine vraiment là, il y a la possibilité, il n'y a pas que les associations qui peuvent faire du lobbying, les collectivités peuvent aussi en faire dans le cadre européen notamment, et notamment sur les sujets en santé-environnement, on en parlait tout à l'heure. Et donc nous, c'était beaucoup mobilisé, même si aujourd'hui on est en retrait, sur le sujet du bruit aérien et du bruit et l'impact du bruit sur la santé des Valdoisiens, parce que le Val d'Oise est le territoire le plus impacté par le bruit de Charles de Gaulle et du Bourget cumulé. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à Jean-Pierre Raffin. Alors, il y a un avant espace et milieu. Une licence de sciences naturelles, une thèse de 3e cycle en histologie et cytologie comparée à la faculté des sciences. Puis, à l'université Paris 7, une thèse de neuroembryologie expérimentale et en 1970, la création avec l'écotoxicologue François Ramade de l'enseignement de l'écologie. Cette diversité d'approches du vivant explique peut-être la fondation avec Yvette de Wolf la filière qui a donné l'espace et milieu en 1983, qui était donc un aspect très varié du vivant. Donc une certaine émotion aujourd'hui de voir ce qui est devenu, ce qu'avec Yvette, on avait mis en place en 83, au travers de la richesse, de la diversité, de toutes les interventions de ceux qui sont passés par espèces et milieux depuis cette époque-là. Par rapport au thème de cette table ronde, 3 réflexions. Accompagner les sociétés, c'est tout d'abord utiliser des mots justes. Or, il a été question ce matin de lexicographie. Or, les termes développement durable sont un dévoiement du terme développement soutenable, qui est très différent parce qu'il implique la notion de limite que n'implique pas le développement durable. La notion de développement soutenable, elle était émise en 1980 dans la stratégie mondiale de conservation des ressources pour le développement soutenable. Et elle prenait ressource dans le colloque organisé sur les ressources de la biosphère en 1968 à Paris, au mois de septembre, qui impliquait ceci. Il était question de répondre aux besoins économiques, sociaux, environnementaux et spirituels de l'humanité. Donc une espèce d'écologie intégrale. Et cela donnera le rapport de Madame Brundtland en 1987, dont la Commission de l'environnement de l'ONU précisait bien qu'il fallait utiliser le terme soutenable et non durable en français. Donc première remarque, lorsque l'on n'utilise pas des mots justes qui ne contiennent pas le vrai concept, c'est le développement relatif aux capacités de renouvellement de la ressource, qui n'est pas du tout intégré dans le terme développement durable. Deuxième remarque, pour être pertinent aujourd'hui,
il est indispensable d'intégrer le long terme, c'est-à-dire aussi bien le passé que le présent que le futur. C'est intégrer l'acquis du passé. Or, nous sommes dans une société qui n'a pas de mémoire, qui est amnésique. Et pourtant, Ernest Renan écrivait « Les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé ». Or, on constate aujourd'hui une société amnésique. Lorsqu'on entendait le président de la République déclarer récemment « Nous ne pouvions prédire la crise climatique de l'an dernier », alors que les climatologues, depuis plus de 30 ans, annoncent ce qui va se passer. Et là aussi, quand on entendait traiter la question des incendies dans le sud-ouest, en disant c'est inédit, on n'a jamais connu ça. 1949, un incendie qui a été le double de celui de 2021, 80 morts. Et quand on dit qu'on ne savait pas, non, on ne veut pas savoir. Troisième réflexion, l'érosion de la diversité biologique dont nous dépendons est aussi importante que le traitement du dérèglement climatique si l'on veut réussir la transition écologique. Il est nécessaire pour accompagner la société d'intégrer les deux. Et tant au niveau national qu'au niveau international, la lutte contre l'érosion de la diversité biologique est le maillon faible de la transition écologique. Regardez, des chefs d'État se sont précipités à Sharm el-Sheikh sur la COP27 sur le climat. Aucun chef d'État à Montréal sur le sommet relatif à la diversité biologique. Et pourtant, Magali Regueza, membre du Haut Conseil pour le climat, géographe, disait l'an dernier, comme bien d'autres, on ne peut dissocier la lutte contre le dérèglement climatique de la lutte contre l'érosion de la diversité biologique. Donc vous aurez à affronter ce maillon faible de notre société qui oublie complètement la diversité biologique, et il faut avoir dans votre profil, dans ce que vous allez faire demain, toujours lier les deux. Mais au-delà des compétences techniques dont on a parlé tout à l'heure, il y a également tout un volet socio-culturel à prendre en compte. 30 secondes. Il faut à la fois expliquer, sensibiliser et convaincre. Et c'est aussi important que l'acquisition et l'utilisation des données. Merci. Je pense que j'ai tenu dans le... Merci beaucoup. Je donne la parole à Michel Vampuis. Vous m'entendez là? Ouais. Oui. Bon, ben moi, j'ai pas de diplôme. J'ai juste le bac. Et j'ai rejoint une association écologiste qui s'appelait les Amis de la Terre, à la suite de la campagne de René Dumont en 1974. Donc, je vais bientôt fêter mes 50 ans d'engagement citoyen. Mais on vit plus vieux aujourd'hui qu'autrefois, donc c'est possible. Et puis ça m'a amené à un moment de dire être associé. Après, j'ai écrit plein de tracts à l'époque. Quand je me relis quelquefois, je me dis bon, quand même, il y avait quelques trucs un peu fantaisistes, mais malgré tout, il y avait aussi des choses intéressantes. Et puis ça m'a amené après à dire mais d'accord, protester c'est bien, mais il faut peut-être s'engager, être élu. Et donc je suis arrivé conseiller régional en 1992 à la surprise de beaucoup de monde. Et puis j'ai été réélu et j'ai fait la première décennie en tant que vice-président du conseil régional chargé de l'environnement. Après il y avait des titres développement durable, éco-région, patati patata. Et c'est dans cette décennie de vice-président que j'ai fait mes universités sur les questions écologiques, parce que j'ai eu la chance, dans le fond, d'arriver à un moment où on partait presque d'une feuille blanche dans les régions. D'abord, les régions étaient des instances relativement neuves. Il n'y avait pas grand-chose sur l'environnement, à part un peu l'agence des espaces verts qui existait déjà. Et donc, tout était à construire. Et donc, pour construire, il fallait aussi être capable de défendre les sujets, et pas seulement en comptant sur les chargés de mission, mais aussi en comptant sur soi-même. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre tous les sujets, et puis de voir aussi les contradictions entre chacun des sujets, et puis d'essayer de grignoter un peu à la fois des périmètres sur ma délégation. On a eu 6 ans de débat sur est-ce que l'agriculture doit être dans l'environnement ou doit être dans le développement économique. Et finalement, à un moment, c'était revenu dans l'environnement. Je vois qu'au conseil départemental de Val d'Oise, c'est dans l'environnement, c'est très bien. Mais j'en tire quand même un événement, une conclusion optimiste. En 1998, c'était des sujets qui étaient à peine dans l'ordre du jour des collectivités locales. D'abord parce que l'État dominait un peu tout et l'État, il s'en foutait un peu. Et alors qu'aujourd'hui, c'est effectivement pris en compte.
enfin du moins, plus ou moins, après on peut juger de l'efficacité et de l'opportunité, mais c'est en tout cas une réalité de la prise en compte dans les collectivités locales. Moi, je vais, dans ma petite présentation, là, j'ai dit que j'avais créé l'Agence régionale de l'environnement, de la nature et de la biodiversité. Alors, j'ai créé plein d'autres trucs, mais j'ai cité celle-là, parce qu'on est un peu dans le sujet, parce qu'elle a été votée en 2008, je crois. Normalement, quand je suis monté à la tribune de la région pour le présenter, il n'y avait pas de majorité pour le voter. La droite s'en foutait, considérait, mais c'est quoi ces conneries? La biodiversité, oui, l'ours blanc peut-être, le loup, le lion, mais en Ile-de-France, qu'est-ce que vous nous parlez de biodiversité? Et puis, la gauche s'en foutait un peu, puis il y avait un vice-président, enfin, un élu régional qui voulait conserver son petit truc à lui. Et donc, j'avais pas de majorité pour le voter, puis une bonne chance, les sujets d'environnement étaient en général passés la nuit. Peut-être parce qu'ils considéraient que c'était moins important. Moi, ça m'arrangeait, comme ça, ce jour-là, étaient présents dans la salle les élus qui étaient à la commission environnement, qui m'étaient plutôt favorables. Donc, ils ont adopté, j'ai accepté quelques amendements qui voulaient rien dire, mais c'est pas grave, quand ça veut rien dire, on peut les voter. Et donc, les élus, notamment les élus socialistes, ont voté la délibération alors qu'ils devaient s'abstenir. Ils se sont fait engueuler le lendemain par le président du groupe. Mais en tout cas, ça a été créé. Aujourd'hui, plus personne n'oserait dire que l'Agence régionale de la biodiversité, ça sert à rien, on peut dissoudre, je pense. Donc, malgré tout, en à peine une décennie, un peu plus d'une décennie, il y a quand même des évolutions extrêmement importantes. Moi, je voulais intervenir sur puisque le titre, c'est « Comment accompagner la société ». La société, c'est tout le monde, hein, c'est les élus, citoyens, les entreprises. Et sur quelques éléments qui m'inquiètent dans la façon dont le sujet est appréhendé et dont le débat public aujourd'hui se développe ou se développe pas sur ces questions-là. Je pense que le premier point de... Une minute. Alors peut-être le plus important. C'est on est quand même dans un moment où le complotisme, l'obscurantisme et les fake news prolifèrent, y compris sur nos sujets. Et que redorer, d'une certaine manière, le blason de la connaissance et de la science, ça devient un des enjeux primordiaux à tous les échelles. Peut-être aussi redonner le goût de la controverse. Alors pas simplement la controverse avec les gens avec qui on sait qu'on n'est pas du tout d'accord. Moi, j'ai pas de difficulté à avoir de la controverse avec les représentants de la Chambre d'agriculture. Après, quand on discute entre quatre yeux, ça peut être différent d'ailleurs. Mais j'aime bien aussi la controverse à l'intérieur de toutes les structures et notamment de celles qui croient quelquefois qu'elles détiennent la vérité et qui, quelquefois, peuvent oublier que la vérité est un peu plus complexe. Et enfin, je suis frappé par le fait que le changement climatique va plus vite que ce qui était anticipé il y a encore une dizaine d'années. Et que j'ai le sentiment que quelques-uns de nos principes ne fonctionnent plus. J'entendais cet été, dans un débat à la radio, un ingénieur forestier dire « il faut privilégier la diversification de nos forêts ». Je me suis dit « mais je suis complètement d'accord ». Je l'entendais après, 10 minutes après, répondant à une question « il faut privilégier la régénération naturelle des forêts ». Je me suis dit « mais dans les forêts qui ne sont pas diversifiées, la régénération naturelle, comment on fait ?» Et le changement climatique, ça fait 15 ans qu'on sait que le hêtre est condamné en Ile-de-France, ça fait 15 ans qu'on n'a pas coupé les haies pour les remplacer. Et donc voilà, il y a un certain nombre comme ça de principes sur lesquels on fonctionnait, on est d'accord, mais qui sont plus complètement adaptés à la rapidité du changement climatique. Merci beaucoup aux intervenants, intervenantes pour se présenter et donner des premières pistes sur la réflexion, comment accompagner l'ensemble des composants de la société pour une transition écologique. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, je donne la parole à vous, nos gentils. Je demande la parole parce que par rapport à ce que vient de dire Michel Vampouille, dans d'autres domaines, je me disais, au cours des 40 dernières années, que ce soit au Grenelle de l'environnement ou sur d'autres, à l'époque où le pouvoir en place considérait les corps constitués, avant qu'il invente le tirage au sort avec des trucs qui sont plein de bonnes intentions, mais qui réinventent l'eau chaude. Je pense à la conférence citoyenne pour le climat, avec tous les biais méthodologiques qu'il y a pu y avoir. Moi, je suis intervenu pour eux, donc je peux en parler tranquillement. Avant ça, il y a eu effectivement des consultations des organisations non gouvernementales, des associations, des syndicats de salariés,
des syndicats d'entreprise sur ces sujets-là. Je pense notamment au Conseil national du développement durable, Pond, le traducteur qui a traduit Sustainable Development par développement durable, comme disait Jean-Pierre. On a essayé beaucoup de choses pour sauver l'économie classique. Franchement, on a fait preuve de créativité et d'inventivité. Par exemple, au moment du Grenelle, on a adopté des objectifs en termes de découplage entre l'activité économique, on va dire la croissance pour faire simple, et la consommation de ressources. On a eu des inventions que je trouve géniales, comme l'étiquette classe énergie, qui a permis de montrer qu'on pouvait mobiliser la demande, sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans le même temps, les gens ont acheté beaucoup plus d'appareils électriques. Donc certes, s'il n'y avait pas eu l'étiquette classe énergie, on aurait encore plus gaspillé d'énergie, mais n'empêche que le bilan, il est mauvais, parce que ça se traduit par une légère augmentation de la consommation de courant. Alors à ce sujet d'ailleurs, il y a vraiment besoin, sur les statistiques, et je rejoins aussi le fait qu'il faut sortir de la logique des réseaux sociaux où le dernier qui parle a raison, il faut être engagé des controverses sérieuses. J'entends tout le bashing sur les réseaux sociaux, tout le bashing sur les Allemands, qui seraient des affreux parce que leur empreinte carbone est mauvaise, parce qu'ils consommeraient plus d'énergie. Ce qu'on oublie de dire, c'est que nous, notre consommation à nous Français, l'empreinte carbone, elle est sur le dos des Chinois qui fabriquent les Allemands ont su garder un tissu de PMI qui, de fait, génère de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone. Donc, juste, si on veut sérieusement argumenter sur ces points-là, il faut le faire de manière rationnelle et comparer ce qui est comparable. Donc, on a fait cet effort-là et ça a échoué. Donc, aujourd'hui, la question par rapport au métier de demain, alors l'accompagnement de la société, il faut l'accompagner, Nathan l'a un peu dit, parce que ça va avoir des impacts sur les emplois, des impacts négatifs, des destructions d'emplois, et des impacts positifs, des créations d'emplois, des passerelles d'emplois, des passerelles de compétences pour essayer de gérer ça de manière socialement acceptable, et ça va avoir des impacts sur les modes de vie. Soyons clairs, je crois que c'est Nathan qui parlait de Servigne. Aujourd'hui, si on est rationnel, et si on veut un peu lutter contre l'érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique, il faut entrer, du moins dans les pays dits riches dont le nôtre, il faut entrer dans une logique de frugalité ou de sobriété. Moi, j'aime mieux frugalité que sobriété. Enfin bon, on va pas... Notamment, sur le vocabulaire, chez les anglo-saxons, sobriety, c'est que pour l'alcool. Donc c'est juste pour les actions de lutte contre l'alcoolisme. Bon. Alors que frugalité, au moins, c'est... Il faut se lancer là-dedans et il faut se poser la question comment cette frugalité, on peut faire en sorte qu'elle soit solidaire, qu'elle se fasse pas au détriment des classes sociales les plus défavorisées. En clair, schématiquement pour illustrer le propos, qu'on n'ait pas des potagers ou des jardins potagers gardés par des vigiles payés par les mecs ou les nanas qui ont assez d'argent pour s'assurer l'approvisionnement alimentaire. Et il faut que cette frugalité, elle soit désirable, qu'elle donne envie. Donc là, il y a toute une réflexion sur le travail, et notamment le fait que le travail pourrait réduire, le travail payé pourrait réduire, et on pourrait avoir exercé d'autres formes de travail, notamment pour s'alimenter, pour être plus autonome dans notre vie quotidienne, de manière partagée. Comme ça, on voit que ça apparaît un peu dans la société de manière spontanée. Mais un peu, c'est pas suffisant. Donc il y a tout ce boulot-là à faire. Autant vous dire que la classe politique, tous bords confondus, aujourd'hui, ils sont courageux, mais pas tant que ça quand même, mais pas téméraires. On n'entend pas beaucoup parler de ce sujet-là. Or, c'est, à mon sens, la seule alternative, et il y a urgence. Et donc, je termine là-dessus, il y a sans doute une réflexion sur, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être les métiers de la frugalité? Est-ce que, dans le DESS, espace et milieu, il n'y a pas un enseignement sur les low-tech qui pourrait être utile, et qui pourrait, etc., etc. Et que là, je pense qu'on contribuera sans doute, on fera figure d'avant-garde, pour utiliser des termes... J'étais sur le Stakhanov tout à l'heure, je continue dans ce registre-là. On peut être un peu à l'avant-garde et contribuer à de réels changements. Parce que le problème, aujourd'hui, on le voit bien, et là c'est vraiment mon dernier mot, on fait 3 pas en avant et puis 2 pas en arrière. Exemple, on fait 3 pas en avant au moment du Grenelle sur l'affichage environnemental des produits. Il y a la conférence citoyenne sur le climat qui dit il faut faire une étiquette carbone. Ah bon, il n'y a que le carbone dans la vie. Eh ben, on fait 2 pas en arrière. Donc, et on s'étonne, après on se dit, mais comme dit le président de la République, on ne comprend pas, ça n'avance pas. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais. J'ai une
toute petite réserve sur la notion d'autonomie qui, je trouve, devient un peu envahissante. On en arrive en Île-de-France à avoir des tas de gens qui pensent que l'Île-de-France pourrait être autonome en alimentation. 20% de la population sur 2% de la surface agricole. N'empêche que, quand je dis ça, j'ai presque l'impression que j'embête ceux qui m'écoutent, quoi. Ah ouais, mais il faut pas le dire. Mais si, il faut dire les choses, parce que sinon, si on part pas des vraies réalités, on a peu de chances d'arriver aux vraies solutions. Et donc, la notion d'autonomie, ce que je vois, c'est qu'elle se décline de plus en plus souvent sur des critères de périmètre administratif. Moi, j'habite le Val d'Oise. Si j'achète des produits agricoles qui viennent du sud de la Picardie, ils viennent de moins loin que s'ils viennent du sud de l'Île-de-France. Donc, de cette manière, l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France, je n'ai rien à fiche. C'est pas le sujet. Et donc, mais ça se limite, ça se réduit aux frontières administratives parce que les élus sont élus sur un territoire. Donc, on leur dit, il faut que tu fasses un plan alimentaire territorial sur ton territoire. Moi, j'ai participé au programme alimentaire territorial du PNR du Vexin et de l'Aglo de Cergy. Et le premier combat, c'était de faire en sorte qu'il y ait un programme alimentaire commun entre une zone rurale, agricole, et une zone urbaine. Et dans l'histoire de rapport entre le Vexin et le Cergy, c'était pas gagné d'avance, mais c'était un long travail de plusieurs personnes pendant plusieurs années. Je pense que c'est important aussi effectivement, alors les élus, les collectivités locales sont de plus en plus importantes. C'est à la fois une bonne chose, mais en même temps, si elles se restreignent à leur territoire, on risque de patiner. Actuellement, il y a la révision de la charte du PNR Vexin, qui a un site inscrit au titre du paysage, le plus grand, ce qui fait qu'il est impossible d'implanter une éolienne dans le Vexin alors qu'il y a des sites tout à fait favorables, qui fait qu'il sera quasiment impossible d'implanter du photovoltaïque, d'autant plus qu'il y a un ABF extrêmement des méthaniseurs. C'est inscrit dans la charte, dans le projet de charte. Non, mais il y a des contradictions, y compris dans nos enjeux. C'est vrai qu'on a envie de défendre le paysage, mais y compris sur le développement de l'agroforesterie. Si on plante des arbres dans les champs, on perd la vue lointaine sur 15-20 km. Donc, est-ce qu'il faut défendre le paysage à tout prix ? Ou est-ce que l'agroforesterie n'est pas plus prioritaire que la défense du paysage? Bon, je n'ai pas la réponse à moi tout seul, mais en tout cas, c'est un sujet qui n'est pas si facile. Oui, je pourrais rebondir puisqu'on dressait une ligne de clivage à midi avec des collègues sur la radicalisation des postures quand même, parce que là, on parle beaucoup de territoire, mais il me semble qu'on n'a pas évoqué la question d'un côté... eh bien, on rêve de techniques ou de technologies qui vont sauver le monde, donc ce qu'on appelle le technosolutionnisme d'une certaine manière, et de l'autre, la frugalité, sobriété ou décroissance, peu importe comment on l'appelle. Mais ces postures, elles finissent par dessiner quand même un nouveau paysage en matière d'écologie politique, j'ai envie de dire, et quelque chose qui intervient jusque dans les choix faits par les élus au niveau des territoires. Donc, il me semble que c'est important de voir qu'il y a cette espèce de radicalisation actuelle et qui fait que dans des conférences, quand tu interviens et que tu mentionnes la question des engagements au pluriel, puisque le nom de la table ronde est la question de l'engagement, eh bien, ça se confronte d'une certaine manière à des technologies qu'on te met en avant comme étant des formes de solutions qui se passent d'engagement. Donc voilà, c'était une réflexion par rapport à toutes les interventions précédentes qui font rentrer le territoire, mais sans parler de ces questions des valeurs qui réellement reconfigurent pas mal de dialogues qu'on peut avoir. Non, il y a aussi un problème de fond, je pense, dans le domaine de l'alimentation et l'agriculture. Le paysan rend des services communs pour lesquels il n'est pas rémunéré. Moi, je vois dans mon pays, qui est un pays de bocage, l'entretien des haies, qui favorise la diversité biologique, qui évite le ruissellement des eaux, qui évite certaines pollutions, ce sont des prairies naturelles. Il n'est rémunéré que pour le kilo de viande qu'il produit. Or, il produit des services communs pour l'ensemble. Et ça, c'est le problème de fond de l'agriculture, du problème du système économique de la politique agricole commune et de la politique française,
qui va donner des aides aux paysans, aux agriculteurs qui n'ont pas cette démarche et qui ne va valoriser que le produit et non pas la manière dont on produit. Et tant qu'on ne sortira pas de ce système, on peut toujours dire on va lutter contre l'érosion de la diversité biologique. Tant qu'on ne luttera pas contre ce système économique, on n'y arrivera pas. Tant que le consommateur ne comprendra pas que lorsqu'il achète un produit, il n'achète pas uniquement 1 kilo de viande, mais qu'il achète aussi tout ce qu'il y a autour, on n'en sortira pas. Et ça, c'est un gros problème d'explication, justement, aux consommateurs que nous avons donné. Je vais donner un autre exemple. J'ai travaillé sur le problème des marées vertes en Bretagne. On sait très bien d'où viennent les marées vertes. On sait très bien quelles en sont les conséquences, à savoir qu'une bonne partie du réseau d'adduction publique distribue une eau qui n'est pas potable. J'ai même connu il y a quelques années en Seine-et-Marne un préfet qui disait potable par dérogation, parce qu'elle ne respectait pas les normes. La conséquence, les gens n'utilisent plus l'eau du robinet, mais achètent de l'eau dans les grandes surfaces. Et je me souviens avoir fait un dessin, alors peut-être certains s'en souviendront ici, où je montrais, quand enfant, on m'a montré la pauvre paysanne qui allait chercher un seau d'eau au puits pour alimenter sa famille. Et la femme moderne qui revient d'un supermarché chargée de 2 packs de bouteilles en eau minérale, alors que l'eau minérale, l'eau naturelle, n'est plus utilisable. Là aussi, tant qu'on n'aura pas renversé ce système, on perdra beaucoup de temps. Je vais rebondir sur le côté agricole pour vous parler du coup rapidement de mon parcours. Donc dans le master Espace et Milieu, je me suis spécialisé sur le système alimentaire avec une super alternance avec Henri là-haut que je remercie encore. Et avec ma compagne, du coup, là, on est en fait en projet d'installation en élevage. On a débuté ça il y a quelques semaines. Et là, vous allez me dire, waouh, super, il bifurque, trop bien. Non, pour moi, la bifurcation, c'est des conneries. C'est une continuité du master, en fait. Rentrer dans l'agriculture, là, on voit quand même, on a une table de personnes qui ont travaillé au moins une partie de leur vie dans le système alimentaire pour une agriculture viable, soutenable, etc. Et en effet, l'agriculture au sein et le système alimentaire, l'alimentation au sein de nos métiers, je pense qu'il est hyper important et que écologiquement, Monsieur Gache qui travaillait dans les bassins versants travaille avec des agriculteurs et des agricultrices et que tous nos métiers en général, on va travailler avec les travailleurs de la terre aujourd'hui. Et il y a vraiment quelque chose il y a un truc pour le futur, le travail de la terre, le travail paysan, à mobiliser, je pense, dans les métiers de l'environnement. Deuxième chose, je voulais rebondir sur la notion de sobriété, qui est souvent assez mauvaise, mais qui peut être belle. Elle est souvent assez mauvaise parce qu'elle engage la responsabilité individuelle du citoyen, de la citoyenne, du consommateur, de la consommatrice. Pour moi, la responsabilité individuelle aussi, c'est des conneries. On est dans une république française, dans une démocratie. Elle peut être clairement améliorée. Il y a des préfets qui ont un peu trop de pouvoir, etc. Mais donc il y a des lois et en fait, pour que chacun puisse vivre de la sobriété, il faut que ça soit fait égalitairement. Donc, dans les métiers de l'environnement, ce qu'on doit faire, c'est identifier les problèmes qui peuvent être corrigés par la loi. Et donc passer par les élus pour proposer ces nouvelles règles, ces nouvelles normes, ces nouvelles lois pour que la sobriété se fasse à égalité entre tous. Moi, je suis pour l'interdiction de l'avion au maximum, mais je le prendrais tant qu'il ne serait pas interdit. Et il ne faut pas avoir honte, je pense, de le prendre, l'avion, tant qu'il n'est pas interdit, parce que, on est quand même dans une démocratie, donc ça doit être, tout le monde doit être égal les uns et les autres. Il ne faut pas se satisfaire du minimum aussi, il faut vraiment viser très très haut. Un petit message pour ceux qui sont en cours de formation. C'est vrai que j'ai l'impression que les générations plus jeunes sont beaucoup plus convaincues beaucoup plus nombreuses à être impliquées dans ces sujets-là par rapport à nos générations.
beaucoup plus convaincu de l'urgence aussi, mais il faut garder un message d'optimisme, pardon, et j'allais dire, faut pas tomber dans l'éco-anxiété et dans la lutte contre le système et d'être très pessimiste et anti-système. Je pense qu'il faut pas tomber dans ce travers-là, parce que moi, dans mes équipes, j'ai pas mal de jeunes, et c'est vrai que j'entends souvent ce discours et on fait vite l'amalgame entre l'éco-anxiété et la lutte contre le système. Je pense qu'il faut plutôt être dans le système et le faire changer de l'intérieur que d'essayer de lutter contre tout le système. Voilà, c'est un petit message. Voilà. Je vais rebondir sur la question les nouvelles lois. Il faut se méfier de cette utopie. En France, on vote des lois en permanence que l'on n'applique pas. Donc ça sert à rien de voter des nouvelles lois si on n'applique pas les précédentes. J'aurais de multiples exemples de lois votées dont les décrets d'application ne sont jamais sortis. Donc on donne l'impression à l'opinion publique qu'on résout un problème. Et à chaque fois, d'ailleurs, la moindre incident, on va faire une nouvelle loi. Mais comme il n'y a pas de décret d'application, la loi reste inapplicable et inappliquée. Et ça, pour avoir été au Parlement européen, avoir vu comment fonctionnaient les autres pays, c'est une spécificité française d'avoir des lois. Je prends le cas, je compare la loi de 76 sur la protection de la nature, dont les décrets d'application permettaient de faire tout ce que l'on voulait. On a sorti une nouvelle loi en 2006. La première loi, comme m'avait dit un juriste, une bonne loi est une loi courte. Elle fait 15 pages, la loi de 76. Celle sur la biodiversité, la reconquête, etc., elle en fait, je crois, 150 de mémoire. Et tant que nous aussi, là, c'est un problème franco-français. C'est pas les autres, c'est pas l'Europe, c'est pas l'international, c'est un problème à résoudre entre nous, Français. Que notre système politique ne passe pas son temps à voter de nouvelles lois et qui ensuite, mais ça c'est lié à la Constitution de 58, où il n'y a pas de contrôle du législatif sur l'exécutif. C'est-à-dire, une fois que la loi est votée, l'exécutif, il fait ce qu'il veut. Les services administratifs de ministères font ce qu'ils veulent. Et quelquefois, j'ai le cas d'une loi votée où il a fallu 18 ans de combat. Alors là, j'entre dans le domaine associatif France Nature Environnement pour obtenir un décret d'application. Et ça aussi, c'est une réalité française qui ne rend pas facile votre travail et notre travail. Alors là, je parle en tant qu'associatif, de faire simplement appliquer les lois. On s'est battu, nous, associations, pour avoir une loi sur la diversité biologique, qui était de loi 76. On s'est battu pendant 8 ans avant d'avoir la loi. Et c'est grâce au Parlement et à notre travail que l'étude d'impact est entrée dans la loi de 76, alors que le gouvernement de l'époque n'en voulait pas. Mais après, on continue à se battre pour faire appliquer la loi. Pour réconcilier, ou tenter de réconcilier Nathan et Jean-Pierre, je pense que quelque chose qu'on apprend dans le DESS et ces milieux, c'est la complexité des systèmes et la complexité en écologie. Donc moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut effectivement un travail de, rappelons ça comme on voudra, de sensibilisation, de responsabilité, parce que c'est quand même quelque chose qui contribue. J'ai évoqué des exemples concrets qui montrent que ça peut peser, mais bien sûr, il ne faut pas être naïf et ne pas s'arrêter à ça. Et il faut aussi des contraintes à condition qu'elles puissent être... Comment dire ? Parce que je repense à Ségolène Royal qui avait interdit les sacs plastiques. Vous avez vu ça ? C'est il y a combien ? Il y a 6-7 ans. Il y en a toujours pas mal. Pourtant, c'est interdit dans la loi. Donc, on a bonne conscience. Et ça, c'est un mal français, de penser que, bon sang, je suis radical, j'ai interdit. Mais oui, mais si c'est... il faudrait des flics partout. Parce que dans un pays de Gaulois, c'est... Donc voilà, moi je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut effectivement des contraintes législatives et réglementaires, et notamment que la réglementation soit adaptée et soit efficiente. Mais il faut aussi marcher sur l'autre jambe, c'est-à-dire que les gens suivent. Parce que sinon, caricaturalement, il y a des dictatures où la loi est peut-être très bien, mais les gens, ils sabotent passivement tout ce qui est proposé, quoi. Ah oui, on va ouvrir le champ des connaissances et idées au public. On commence avec lui. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro, s'il vous plaît? Ah, ici, il y a un micro. On vous entend là. Voilà. Oui, moi je suis un peu sourd et j'entends. J'espère qu'on a prévu des petits fours parce que là il y a des sujets jusqu'à tard et à quelle heure ferme la fac, je ne sais pas.
Moi, je trouve que vous avez amené des trucs hyper intéressants pour clore, parce que c'est un petit peu comme quand un étudiant finit son mémoire de master. Il faut avoir en conclusion toujours une ouverture pour la suite. Les mauvais étudiants, c'est ceux qui rappellent dans la conclusion ce qu'ils ont fait pendant le stage. Ça, on s'en fout, on le sait puisqu'ils l'ont dit pendant l'exposé. Donc on ouvre toujours le sujet, c'est ça la conclusion. Là, vous avez ouvert des sujets énormes, et on a l'impression qu'on est à Sciences Po tout en étant à Espace et Milieu. Ça prouve bien qu'Espace et Milieu, vous êtes ancré dans la société. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit Nathan, puis il y a des choses que je comprends pas. Il prend l'avion alors que... Bon. Mais en clair, ce que Nathan nous montre, c'est que chacun on est en train de proposer des choses. Dans le même temps, Sébastien, il nous dit, ouais, j'ai des jeunes avec moi, mais il faut faire changer de l'intérieur. Je crois qu'on a tous assez de conscience écologique, puisque vous appelez territoire écologique, pour agir. Le seul souci, c'est qu'on est tous individuels, et par moments, on ne sait pas comment s'inscrire dans le collectif. Et c'est très très dur. Honnêtement, être ingénieur écologue dans une administration d'État, c'est pas simple. Être ingénieur écologue dans une région, je sais pas si notre collègue Natura 2000 Basse-Normandie est là, c'est pas forcément simple. Être écologue dans une toute petite commune, c'est pas simple. Être dans une association écologue, c'est pas forcément simple. Être vegan, oula, pas simple du tout. Hein. Donc en clair, on va avoir toujours beaucoup de difficultés. Et c'est des difficultés de choix personnels. Dans le boulot, à la limite, on fait le boulot qu'on nous dit, et on essaie de faire un peu le pas de côté en disant hey, « oh, là, il faudrait peut-être corriger le tir ». Et puis, honnêtement, si ça ne correspond pas à vos aspirations personnelles, soit vous changez de boulot, soit vous aussi, vous avez la capacité de vous investir le soir, le week-end, et de développer, à titre personnel, un mode alimentaire, de manière à ce que la prochaine fois qu'on fait une petite fête à Espace et Milieu, on n'aura que du végétarien super bon. On n'aura plus de carnet, désolé. Mais ça peut être un mode d'évolution. Mais on a déjà vachement évolué. On a quand même tout en carton ce midi. Hein. Il n'y avait rien de plastique. Ouais, mais c'est juste obligatoire. Donc comme c'est obligatoire, allons toujours au-dessus de l'obligatoire. C'est peut-être ça le message qu'on peut avoir. Tout à l'heure, on critiquait les cartes OSIG. Si on ne fait que de la carte OSIG pour faire de la carte OSIG, c'est pas intéressant. Par contre, si la carte OSIG, elle montre des analyses diachroniques dans le temps, et en un double clic, on a le PowerPoint qui pète tout le monde, ça c'est génial. Et je crois que vous avez énormément d'outils à Espace et Milieu, comparé à plein d'autres formations. Encore une fois, je crois que c'est une chance de cette formation. 15 étudiants, il en faudrait 150. Je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir cette ambition-là. Mais honnêtement, c'est aussi le système universitaire qu'il faut changer. Moi, j'ai un souvenir qu'à Espace et Milieu, à Jussieu, on était quasiment les seuls qui allions faire des stages de terrain en continu. Tous les autres, à Paris 6, ils étaient dans les labos. Ils ne sortaient jamais. Ils étaient sur des cursus fondamentaux ou de recherche. Ils ne voyaient pas la nature. C'est pour ça qu'on est tous arrivés à Espace et Milieu, parce qu'ailleurs, on s'emmerdait. Moi, j'ai perdu une année dans une maîtrise de sciences et techniques où on faisait que de la chimie. On n'était jamais dehors. Et puis, je me suis dit, bah tiens, juste à côté. Pour mémoire, parce que je vais faire le vieux con du soir, outre d'avoir créé l'association Espace et Milieu, c'était la majorité des étudiants qui s'investissaient contre l'amiante à Jussieu, venait du couloir 34-44, troisième étage. Ouais. Et on avait un couloir amianté. Rappelez-vous, et Jean-Pierre doit s'en rappeler, il va être aussi... excusez-moi pour les prénoms, il est tard, pour tous les profs qui sont présents dans la salle. On avait été le premier couloir qui avait été floqué après celui de la direction. C'est-à-dire que pour éviter qu'on pense à ce qu'il y a de l'amiante, ils avaient refloqué à nouveau avec du papier carton les couloirs d'Espace et Milieu et de la direction. C'est dingue. Il y avait d'abord la direction et après les écolos. On avait créé un syndicat. Qui avait dit tout à l'heure qu'il fallait se syndiquer Nathan ? Ok. Alors il prend l'avion, mais il veut se syndiquer. Mais il est génial quand même. Alors, en clair, on avait créé un syndicat qui s'appelait Itinéraire Bis, avec des anciens du PSU qui étaient déçus par le PS, représenté par l'UNEFID, qui parlait jamais d'environnement. On avait aussi les fachos d'Assas qui débarquaient. C'était formateur. Je ne sais pas si vous avez encore cette chance-là, le GUD. Mais en clair, on avait quand même eu dans notre local, rappelons-nous, c'était de 91, une grenade à plâtre. Ronan Latuga, qui a été cité tout à l'heure, qui a été le premier salarié du conservatoire d'Aquitaine, il a eu le droit à une grenade au plâtre qui était attachée à la porte. Il arrive dans le local, après il revient tout blanc, on était mort de rire. Ouais, il n'avait plus de tympan. Mais en clair, on avait eu le droit à une grenade au plâtre. Pour dire que dans la fac, on s'était investi à titre syndical. Moi, personnellement, une fois que je suis parti bosser dans une asso, là, je me suis éclaté, j'ai fait des heures sup, puis après, je suis arrivé dans l'administration. Waouh, c'est dur.
Eh ben, le soir, tu crées Alternativa. Le soir, tu vas aux Amis de la Terre. Le soir, tu vas à Europe Écologie. Bon, tu les quittes quand ils se vendent à d'autres partis, mais peu importe. Il y a peut-être moyen d'être cohérent avec soi-même tout en ayant un boulot où parfois on est frustré. Ça, c'est peut-être aussi une solution pour comment accompagner la société. Faisons des super cartes SIG qui pètent et qui parlent. Et puis, comme on n'a pas réussi à convaincre l'élu, on va rejoindre l'association, comme a dit la collègue, pour l'aider à faire une enquête publique. Moi, à titre personnel, j'étais dans les enquêtes publiques. J'ai vu à quel point c'était abscon ce qu'on lisait dans les enquêtes publiques produites par mes propres collègues. Oui, mais là, c'était mon quartier. Pour une fois, j'ai débarqué. J'ai fait un roman photo, j'en ai foutu des pages. Ouais. Après, il faut apprendre aux citoyens à se défendre. Donc là, je pense que vous avez des formations qui vous amènent à aller dans les assos, dans les administrations. Vous pouvez être hyper frustré comme hyper libéré, mais vous pouvez être les deux en même temps, quoi. Et je crois que le débat que vous avez eu ce soir, c'est de montrer qu'il faut aller vite maintenant. On a 3 ans d'après le GIEC pour faire les principales décisions. Mais 3 ans, c'est à peine le temps pour mettre en place un comité. Alors pour prendre des décisions, donc là, franchement, bousculer, demain on va être tous ensemble dans la rue, c'est à quelle heure le rendez-vous d'Espace et Milieu là? Bon, je blague. Mais en clair, il faut vraiment qu'on ait un esprit militant. On l'est parce qu'on a des formations, et ces formations, elles nous ont dit que maintenant c'était hyper urgent. Alors si on n'est pas militant, désolé Gilles, mais on est militant. Après, il faut être juste malin, c'est pas être trop militant au moment où elle va être cramée, qu'on va être trop exposé. C'est des militants intelligents, Espace et Milieu. Voilà. Le rendez-vous demain, c'est 14h, Fille du Calvaire. Je voudrais reprendre la casquette associative avec Bruno. Que lorsque j'étais au Parlement européen, j'ai fait une analyse du comportement du monde associatif et de l'attitude du public vis-à-vis des associations dans différents pays européens. Et notamment en France, où j'ai suivi les sondages sur la question depuis 1970. Les associations arrivent largement en tête dans tous les sondages comme étant, pour l'opinion publique française, les meilleurs défenseurs de l'environnement sans Sulato. Mais quand dans le même sondage, on pose la question aux sondés, qui parmi vous adhère à une association, alors que dans la première réponse, c'est 50-60%, allez-y les petits, qui adhère, on est à 2 ou 3%. Et ça, c'est une spécificité française. C'est vraiment Astérix sur son bouclier dans son petit village. La difficulté de faire du collectif. Et ça, nous l'avons vécu en fédération France Nature Environnement, un problème de fond, mais qui est français, qui était aussi italien et espagnol jusqu'aux années 80-90. Et maintenant, ils sont entrés dans une autre dynamique. Et en France, on est toujours de ce côté-là. On a un certain retard et je ne m'explique pas pourquoi. Il faudrait que des sociologues, des politologues s'intéressent à savoir pourquoi, par rapport à la Grande-Bretagne, la Suisse, la Suède, etc., il y a cette différence qui perdure en France. Le nombre de gens engagés dans des associations a beaucoup augmenté depuis les années 2000. Il faut regarder, là, il y a un livre qui est récemment sorti qui montre le nombre d'adhérents à des associations. Alors, ce n'est pas toujours des associations environnementales. Ah non, mais je parle d'environnement. Donc, il y a beaucoup d'autres causes qui retiennent l'attention. Mais il ne faut pas confondre adhérents simples et adhérents actifs. Une des je pense qu'on avait une intervention. Oui, c'était sur la madame sur le monde associatif. Non, c'est vrai. Une des caractéristiques de la France, c'est qu'il y a aussi une dispersion du monde associatif et c'est extraordinaire. Alors FNE regroupe pas mal de gens, mais moi j'ai connu dans ma vie associative plein de fusions et de scissions avec les gens qui partaient parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord et qui créaient leur petite association avec eux. Je pense que ça contribue à décrédibiliser le monde associatif. Moi, je suis toujours assez étonné quand je vois des tracts avec 25 logos en dessous. On est très content parce qu'il y a 25 logos, mais ça veut dire que c'est 25 fois 3 fois rien, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité du monde associatif à préférer garder sa pureté individuelle en étant d'accord avec soi-même plutôt qu'à partager des compromis avec ses camarades. Mais là aussi, il nous reste environ 5 minutes et il y a une question qui attend. Alors c'est pas vraiment une question, en fait je voudrais revenir sur cette nécessité de faire collectif. Je voudrais en fait appuyer dans cette nécessité de faire collectif sur notre position. Bon, alors moi j'ai pas fait espace et milieu, mais je suis géographe également, et
je sais pas ce qui a fait... Bon. Et en fait, je voudrais revenir sur notre position de sachant. On est quand même... Nathan l'a dit tout à l'heure, on est détenteur d'un savoir, et ce savoir, il a un poids. Il est de notre responsabilité, je crois, de le restituer, alors d'abord à ceux et celles qui nous ont permis de le constituer, mais aussi et surtout à toutes les personnes qui sont... comme disait Nathan, dans une sorte d'ignorance, mais en tout cas qui n'ont pas forcément les clés pour comprendre ce dont on parle quand on parle de changement climatique et quand on parle en fait d'érosion de la biodiversité. Et donc dans le syndicalisme, dans le militantisme, dans le collectif, il faut aussi se créer ces espaces-là. Ça peut se faire également au travail. Il y a tout un tas de collectivités, de services publics qui sont demandeuses de ce type d'action, mais en tout cas de se créer des temps de restitution, d'auto-formation, de formation pour le grand public, pour les lycéens, pour les collégiens, pour les enfants. Et c'est à nous, je crois, aussi de porter ce genre de dispositif, puisqu'on a la position pour le faire, et je crois la légitimité aussi pour le faire. Je crois qu'il y a encore des questions. Oui, merci. Juliette Hilaire-Blondel, donc licence et maîtrise CGEN 88-90 et DESS Espace et Milieu 91. Moi, je voulais dire deux petites idées dont la première vient aussi de la table ronde précédente sur les méthodes, mais qui vont dans cet esprit de comment accompagner la société et qui rebondissent un petit peu sur ce que tu viens de dire. C'est le fait de travailler aussi avec les méthodes de l'éducation populaire, ces méthodes qui ont construit la fresque de la biodiversité, la fresque du climat, tout ce qu'on voit, et qui sont aussi enseignées aujourd'hui dans les écoles de design, puisqu'on parle de design thinking, de design de service, qui s'appuient sur les méthodes agiles et sur toutes ces... Et donc, j'en ai discuté avec des enseignants là, d'espace et milieu pour savoir si c'est des choses qu'on enseignait aujourd'hui. Je pense qu'on est un certain nombre à les utiliser, à être formés pour, et on a cette plasticité qu'on a eue grâce à notre enseignement et notre expérience. Mais voilà, ça me semble important. Parler aussi de la pratique de la méthode en U, donc du MIT Massachusetts aussi, qui permet de se reconnecter un peu avec ses émotions et ses ressorts personnels et notre énergie. Et puis justement, et petite aussi parenthèse sur les notions de biomimétisme territorial ou de métabolisme territorial, qui sont aussi des notions qui rejoignent ce qu'on a dit sur la transition alimentaire ou les low-tech, et qu'on voit de plus en plus dans nos projets de territoire. Et puis l'autre question, j'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous, et Nathan, tu l'as évoqué, ça a été évoqué aussi par un certain nombre d'entre vous, la question de nos engagements politiques. On est un certain nombre à être engagés, à être élus à différents niveaux, à être syndiqués. Je pense qu'on pourrait créer un groupe d'échange de pratiques sur ces questions-là, parce qu'on est confronté à des réelles difficultés par rapport au monde politique. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et ma réflexion par rapport à ça, c'est que quand on est sorti de nos études, nous en 91, on parlait de politique de l'environnement, on était des professionnels des politiques de l'environnement, des généralistes des politiques de l'environnement, mais aujourd'hui c'est la politique tout court en fait, c'est plus ces politiques de l'environnement, et donc il faut vraiment qu'on arrive à remettre le vivant au cœur de ces politiques, et là on va vraiment avoir besoin de nous. Donc voilà, moi j'aimerais bien, si c'était possible, qu'on arrive, il y a des élections locales maintenant que dans 3 ans, donc pourquoi pas au sein de l'association Espace et Milieu, essayer aussi de se contacter un peu entre élus, ça pourrait nous aider. Voilà. On va peut-être laisser 1 ou 2 questions de plus, et après peut-être des rebondissements si vous voulez répondre. Ça marche pas. Si, c'est bon. Je me représente pas. Il y a quelque chose qui m'a alarmée. Il y a plusieurs choses qui m'ont alarmée depuis que je suis dans le monde du travail. C'est notamment la concurrence entre les structures.
entre les associations, notamment. Et qui, à mon sens, en dehors des égos, vient du manque d'argent, en fait, qui a ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie, sur le fait que voilà, il y a beaucoup d'affichage en fait sur les politiques, sur ce qui est mis en place, et en fait derrière il y a vraiment pas les fonds qui sont mis. Moi, je pensais tout à l'heure aux données, au fait que voilà, on met plus d'argent sur du terrain, en fait, on fait que de la donnée de seconde main par la SIG, etc. Et que du coup, comme on a moins d'argent, on a moins d'heures à consacrer, on fait moins de terrain, donc les études sont moins robustes. Et à mon sens, il y a une question qui a pas été, qui avait pas trop, enfin un terme qui avait pas trop été utilisé, qui a été utilisé à 2 reprises depuis que j'ai pris mes petites notes. C'est la notion de responsabilité. Et ce en quoi je m'inscris un petit peu en faux avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que, à mon sens, faut pas abandonner le fait de faire changer les choses au sein de nos métiers. On parlait de schizophrénie ce matin, qui est vraiment quelque chose que je ressens très fort sur mes convictions, pourquoi j'ai fait ces métiers, et derrière ce que je peux faire dans mon boulot, et qui vraiment, on met des années et des années à mettre des choses en place, mais ridicules, quoi, des chantiers tout petits, etc. Parce qu'on n'a pas de fonds, etc. Et dans cette table ronde, il y a pour moi on traite du temps, en fait. Enfin, la question, elle aborde le temps sur, d'un côté, une mise en tension entre une urgence, donc une notion de rapidité, et comment on peut accompagner. Peut-être que c'est en rappelant en ralentissant, justement, en disant que, en fait, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses auxquelles on doit accorder du temps, et donc de l'argent, et c'est important, à mon sens, de le faire, de prendre cette responsabilité individuelle au sein de nos métiers. Donc au quotidien, dans ma manière de comment j'exerce mon métier, avec les partenaires extérieurs aussi, et sur tous les plans, que ça soit sur la vie personnelle, professionnelle. Donc voilà, je pensais aussi à un autre point qui est complémentaire, c'est on travaille sur l'environnement, mais comment moi au quotidien je réduis l'impact de mon métier sur l'environnement. Je sais pas de vos côtés, mais il y a très peu de réflexion sur les méthodes de travail, sur les allers-retours, la consommation de papier, d'électricité, d'email. Et quand j'en parle dans mon boulot, on me dit non mais on n'a pas ça à faire, quoi, en fait. On n'a pas le temps de s'intéresser à ça, alors qu'on travaille sur l'environnement. Donc voilà, c'est ça, je veux dire, de pas lâcher aussi dans le boulot, au sein de nos structures, ce besoin de réflexion et cet engagement qu'on peut avoir, même si ça va être par petits pas. Même si ça va être juste de recycler le papier pour commencer, quoi. On en est là, ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on a le temps. Ouais. Sur l'aspect concurrence entre acteurs, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand même que justement il faut créer une synergie entre les acteurs, et le fait est qu'il faut qu'il y en ait un qui s'y colle et qui prenne le temps d'organiser la concertation et de rencontrer tous les acteurs concernés, et pour travailler en synergie et se répartir les missions sur un territoire. Sur une échelle départementale, c'est peut-être un peu plus facile qu'à une échelle régionale, surtout vu le périmètre aujourd'hui des régions, et vu la distance des régions par rapport au terrain aussi. Mais voilà, sur l'aspect patrimoine naturel, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, il y a 40 outils différents, et aujourd'hui, le législateur n'a jamais pris le temps de les toiletter, de les simplifier, d'en faire qu'un qui ferait tout. Alors on est obligé de faire du multicouche. Et il y en a qui s'amusent à venir quand tout a déjà été fait par un autre. Bon, c'est pas grave, il faut l'accepter. Et derrière, il faut. Nous, on a travaillé avec la région dès que les RNR ont été créés pour justement avoir un outil réglementaire en plus d'un outil foncier. Pour avoir tous les aspects. Il faut arriver à articuler les différents outils et les différents acteurs. Il faut donc connaître les compétences de chaque acteur. Connaître son réseau d'associations quand il y en a. Nous, dans le Val d'Oise, on n'avait pas de conservatoire. Bon, maintenant, il y en a un qui se développe. On va le rencontrer dans 15 jours. Voilà. Le fait qu'il faut travailler en synergie, connaître les autres, et derrière, on s'est calé avec l'Agence des espaces verts pour répartir les sites. On a fait une stratégie avec les collectivités locales pour la politique ENS.
il faut faire ce travail quand on arrive, quand on développe une politique de connaître tous les acteurs et de créer une synergie pour justement pas être en concurrence. C'est facile de le faire sur certaines politiques, c'est plus compliqué sur les déchets, mais aujourd'hui il y a aussi la possibilité de le faire sur la politique déchets. Voilà, il y a des collectivités supra-locales qui ont la possibilité, la faculté de faire de l'animation de réseau et de faire de la synergie pour justement pas gâcher la création favoriser la création d'équipements lourds des recycleries ou des unités d'incinération quand on faisait ça il y a 15 ans. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne, comme l'État le fait pas, faut pas oublier, il faut que quelqu'un prenne le taureau par les cornes et s'accapare le sujet pour justement faire des mutualisations et éviter de gaspiller aussi l'argent public. Voilà. Il nous reste 1 minute, donc peut-être dernière intervention. Sur la concurrence d'acteurs, faut clarifier aussi le jeu des acteurs et leur positionnement. Enfin, ce matin, on a vu l'agence parisienne pour le climat qui a un statut d'association. Ouais, sauf que, intéressons-nous à la gouvernance de cette association-là. Les membres de droit du conseil d'administration, c'est la mairie de Paris, c'est l'AREN qui est déjà elle-même une association à fauner de collectivité, pour dire les choses clairement. On a, en termes de méthode, sur le jeu d'acteurs, il faut s'interroger sur, si je prends le cas des associations, quel est le mode de gouvernance et qui finance quoi. Si vous répondez à ces 2 questions, vous verrez qu'on met le même nom sur des acteurs qui sont fondamentalement différents. Alors on va dire qu'il va y avoir des associations de citoyens qui sont engagés ou militants. Démerdez-vous pour trancher les qualificatifs qui vous convient le mieux. Et puis, il y a des associations qui sont pratiques. Par exemple, au moment du Grenelle de l'environnement, on a vu des tentatives d'associations, c'était des gens de l'industrie du pétrole. Ils s'étaient dit, tiens, on va faire une association, c'est à la mode, ça fait... Voilà. On voit ça régulièrement quand il y a un renouvellement du Conseil économique, social et environnemental. On voit apparaître des nouvelles associations qui sont ce que moi j'appelle des faux-nés. Et donc voilà. Et ça n'aide pas, effectivement, à y voir clair, quoi. Parce que là aussi, c'est là où, sur le sujet, il y a la question de la démocratie environnementale. C'est pas simplement de ce que l'humanité survive qui est l'enjeu, c'est comment on peut survivre dans des conditions qui soient solidaires, qui soient intéressantes en termes d'expression des individus, et donc en termes de démocratie. C'est aussi toutes ces questions-là qui sont sous-tendues. Et ça suppose qu'on ait des grilles, ça rejoint ton intervention, des grilles de lecture partagées. Mais à l'époque des réseaux sociaux, aujourd'hui, tu as beau, comme tu le disais, être légitime, parfois, bonne chance pour pas te faire lyncher face à un paquet d'abrutis qui ont inventé l'eau chaude tout seuls dans leur coin et qui sont persuadés qu'ils ont 1000 fois raison, quoi. Bon, je pense que peut-être on peut finir là. C'est négatif, quoi. Faudrait une positive. On va y arriver. Voilà, ça c'est bien. D'abord, on voudrait remercier les intervenants de cette dernière table ronde et on va passer maintenant à la conclusion. Donc, on va avoir Monsieur Micheline, pardon, c'est Madame Micheline Oyette et Denis Chartier. Bon, alors on ne nous présente pas. Ah si, on est présenté. Voilà, donc, alors, on a la lourde tâche de conclure cette journée. Alors, il y a une question dans le... Micheline m'a dit de commencer, alors je commence. Mais on est bien d'accord, hein, c'est bien ça que tu m'as dit. Oui.
Donc, dans le programme, il y a ce qui est marqué, c'est quelle piste pour améliorer les formations universitaires. Et puis, dans ce qui a été envoyé sur le net, la question, c'était, à l'heure de l'urgence écologique, faut-il faire évoluer les formations environnementales? C'est pas tout à fait la même question. Je préfère répondre à la deuxième. Alors, en essayant de faire une pseudo-conclusion voilà, de cette journée. Alors, la première chose que je voudrais dire, et c'est pas parce que j'interviens dans ce master depuis 4 ans, c'est que je pense que c'est assez clair, et on l'a entendu tout aujourd'hui, que le master espace et milieu, c'est une formation qui était extrêmement novatrice, avec quelques autres dans les années 80-90, sur ces questions environnementales, et je pense ça je vais essayer de le montrer, qu'elle reste en fait aujourd'hui extrêmement pertinente et en pointe sur la façon d'aborder ces questions et de les traiter. Je dis en pointe parce qu'évidemment, il y a beaucoup de formations qui abordent les questions environnementales aujourd'hui qui ont fleuri dans toute la France. Mais je pense qu'il y a une spécificité qu'on a entendue aujourd'hui dans les différentes interventions liées à espace et milieu qui me fait être heureux d'être ici ce soir. Alors, avant de continuer, et pour répondre à la question, ou encore pour ouvrir cette question, je voudrais vous lire un appel qui a été lancé en 2021. Je vais pas lire l'ensemble de l'appel, je vais lire un petit extrait, qui était un appel à rejoindre les soulèvements de la Terre, qui est un mouvement qui diffuse pas mal à l'échelle de la planète, et la France déjà, et qui est censé mettre en contact toutes les actions de lutte autour des questions d'accaparement des terres, etc. Alors, je vous lis juste quelques mots qui posent des questions, à mon avis, très intéressantes sur le futur du master. Donc, avant les nouvelles mobilisations des soulèvements de la Terre, des chercheurs, enseignants, étudiantes appellent à rejoindre le mouvement, à agir à la hauteur de l'enjeu des dérèglements écologiques et à transformer la façon dont sont aujourd'hui produits et transmis les savoirs. Ils choisissent de se relier aux luttes, régénérer la recherche que d'autres veulent scléroser, d'ancrer leur soif de connaissance dans le mouvement de défense du vivant à travers des reprises de terre en commun. Par-delà la chape de plomb posée sur la démocratie par temps de Covid, c'était à l'époque on était en confinement, et par-delà la carence fautive de nos décideurs économiques et politiques à agir contre les profonds dérèglements climatiques et écologiques en cours, une détermination et un mouvement sont en train de naître. Bon, il y a plein d'autres choses, je vous relis un extrait qui suit. Depuis nos laboratoires et campus, largement fermés à la transmission de savoir ces derniers mois, car jugés économiquement non essentiels, liés au Covid, nombre d'entre nous ont publié des travaux scientifiques ou participé à des expertises internationales sur les basculements écologiques en cours, GIEC, IPBES, FRB, etc. Et travaillé à un réveil écologique dans les contenus de l'enseignement supérieur. Mais, alors que les constats des scientifiques se font chaque mois plus alarmants, rien ne change. Combien de publications, combien de POC, combien d'appels et d'alertes faudra-t-il pour que les réponses des décideurs commencent à être à la hauteur des enjeux? Nos travaux ne sont repris qu'à minima ou pour servir le système en place en privilégiant les solutions techniques brevetables au lieu de questionner ce qui nous maintient dans une trajectoire insoutenable. Choix techniques, mode d'organisation, forme de domination et d'accumulation, etc. Je m'arrête là. C'est vrai que j'ai voulu, j'avais juste ce truc-là de près ce matin, mais j'ai voulu vous lire ça parce que ça pose évidemment une question assez centrale, si on parle de l'urgence, urgence face à laquelle je pense ceux qui ont été formés à espace et milieu, les enseignants d'espace et milieu, en fait, c'est pas une nouveauté, ça fait bien longtemps que cette réalité, elle est présente dans la tête de tout le monde, mais disons qu'elle se diffuse un peu plus. Donc là, je trouvais que cet appel était intéressant parce qu'il questionne ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant, mais aussi à quoi on forme nos étudiants si on considère que l'urgence, elle est quand même là, s'amplifie et qu'il y a une accélération.
Et l'autre question qui suit, en fait, c'est pour moi, c'est faut-il continuer en fait à former des personnes qui iront, on va dire, je vais être un peu provocateur, faire des inventaires écologiques pour préparer une compensation environnementale visant à construire un aéroport, par exemple, ou au hasard, ou est-ce qu'il faut former des étudiants qui vont refuser de participer à la construction de cette infrastructure et peut-être participer à ce type de projet. Alors, il y a certaines formations qui ont clairement choisi. Je pense à un master à l'EHESS d'études environnementales, où la réponse a été clairement apportée. On recrute et on forme des étudiants globalement à entrer à sa résistance, voire à déserter, comme certains étudiants d'AgroParisTech l'ont fait. Et je pense que vous avez tous vu passer ça l'an dernier. C'est vrai que ce master, par exemple, le stage d'intégration, il se fait à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Voilà, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne leur forme pas un sens critique, etc., mais il y a une orientation assez claire dans ce sur quoi on travaille et avec qui. Et ça m'amène à poser une question assez importante, c'est est-ce qu'on doit aller vers ça ou est-ce qu'on doit continuer à faire ce qu'on fait dans l'espace et milieu, c'est-à-dire avoir une diversité de pratiques, d'acteurs qui passent devant les étudiants et aussi des diversités d'endroits où on va pouvoir envoyer ces étudiants. Et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on doit apprendre aux étudiants à déserter, à créer des alternatives, on va dire, dans des enclaves, ou est-ce qu'on doit leur apprendre à transformer à les infrastructures, à les voir, et je vais un peu plus loin, et ça c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut progresser, à démanteler, voire à fermer ce qui doit être fermé. Et ça c'est quelque chose qui, moi, m'interroge, mais j'y reviendrai un petit peu après. Alors, et peut-être pour être un peu plus clair, je pense que la question qui se pose à nous, c'est effectivement, si on est un peu dans c'est soit en désert, soit on reste pour essayer de transformer cette dichotomie. En fait, tout le monde la vit. Tout à l'heure, on évoquait le monde paysan, et c'est vrai que je pense récemment à un livre que j'ai beaucoup aimé fait par l'Atelier Paysan, qui est une association qui aide les paysans à l'autonomie face aux machines, c'est-à-dire qu'on les aide à fabriquer leurs propres machines pour pouvoir en fait aller vers des pratiques agroécologiques sans tomber, parce que les machines imposent en fait certaines pratiques parfois. Mais cette association a très bien fonctionné. Et le problème de cette association et de ce qu'il y a dans cet ouvrage, c'est que très vite ils se sont aperçus que finalement ça suffisait pas. Et que en fait ils étaient même, et je ne sais plus qui l'a dit, ils étaient même en fait, ils pouvaient sans doute servir au développement tranquille d'une agro-industrie contre laquelle ils étaient censés lutter. Et il suffit de regarder l'augmentation du bio en parallèle de l'augmentation des pesticides pour bien voir qu'il y a un petit problème et que le bio n'affecte pas du tout ça. Et donc, ils se sont mis à réfléchir collectivement en se disant, bon, on va continuer à faire notre activité très intéressante, d'aider les paysans à être autonomes, et en même temps, on va réfléchir à des solutions plus globales. Et par exemple, ils proposent la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire qui pourrait être une solution pour... Voilà. Ils essayent de proposer des solutions assez intéressantes, en tout cas... qui semblent, en tout cas, qui mériteraient d'être discutées dans le débat public. Et ça, cette posture-là me semble super intéressante. Et c'est ce que je crois, d'une certaine façon, on arrive à faire, et dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est-à-dire amener nos étudiants dans cette formation, et on a vraiment envie de continuer à le faire, à prendre en fait toute cette complexité en considération, et à avoir cette vue que peuvent avoir à un moment donné les gens de l'atelier paysan, c'est-à-dire en me disant, bah, oui, là je peux aller travailler ici, je peux être dans ces espaces-là, je peux d'une certaine façon déserter, je peux aller, ou en tout cas aller travailler dans des alternatives, m'occuper de communs, on va dire positifs, et puis je peux aussi choisir d'aller m'occuper de ce que certains appellent des communs négatifs, c'est-à-dire tout ce qu'on hérite là, des zones polluées, des centrales nucléaires, voilà, et tous ces communs négatifs, il va bien falloir s'en occuper, il va bien falloir en fait travailler à les faire évoluer, voire voilà, à
les déstructurer ou encore une fois les fermer. Je parle de ça parce que je pense à cette histoire de fermeture qui est pour moi intéressante, parce que c'est trois auteurs là, qui s'appellent Diego Landivar, Alexandre Monin et j'ai oublié le troisième, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle Héritage et fermeture et qui questionne ces choses-là en critique d'une certaine tendance à essayer de s'extraire un petit peu de dynamique sociétale avec une critique très très radicale en fait d'un certain nombre de politiques qui n'arrêtent pas la machine, qui nous emmène un peu dans la catastrophe écologique. Alors, je vais peut-être terminer par deux. Ah oui, j'ai noté une chose, j'ai mis le mot plasticité. Il y a quelqu'un qui a parlé de plasticité, je ne sais plus, des étudiants, et j'ai bien aimé ce terme-là, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui dans la formation aujourd'hui, en fait, doit être même amplifié. C'est-à-dire qu'on est dans un monde changeant. De toute façon, les solutions d'aujourd'hui ne sont pas les solutions de demain. Il va falloir... Les institutions d'aujourd'hui ne sont pas les institutions de demain. Tout ça est en train de changer radicalement. Et je pense que c'est très important de former des étudiants et de continuer à former des étudiants qui sont plastiques et qui peuvent naviguer dans ces différents espaces. Moi, il y a une... Peut-être que dans les choses qu'on pourrait du futur, je ne sais plus, dans la question, en fait, ce qu'il faudrait amplifier, à mon avis, il y a cette question de vraiment comment on forme les gens à apprendre, je vais revenir là-dessus, mais à fermer des usines ou des entreprises ou des structures ou des institutions qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui au regard de leurs effets sur les questions écologiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à faire, en fait, et peut-être qu'il faut le questionner. Je trouve ça, en tout cas, assez intéressant. Et il y a une chose pour moi aussi qui devrait être sans doute travaillée, et peut-être qu'on ne travaille pas assez c'est un petit peu mon dada, donc voilà, mais qu'on ne travaille peut-être pas assez dans le master, mais d'une façon générale, c'est notre posture vis-à-vis de la science et des savoirs. On a beaucoup parlé aujourd'hui de cette question, on est des sachants, on a le savoir scientifique, il faut le ramener, etc. Je pense qu'en fait, quand on fait un tout petit peu de philosophie des sciences, on s'aperçoit qu'il faut peut-être interroger justement ces savoirs aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les remettre en question, mais c'est des savoirs parmi d'autres qui sont essentiels. Et là, je vous parle de quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les pays du Sud et qui a été en contact avec des populations qui ont des savoirs très importants, précis, sur leur milieu en particulier. Et souvent, quand on s'amène, on va faire des recherches, on va travailler en Amazonie, en fait, on se retrouve dans une attitude qui, certains auteurs, particulièrement américains, vont qualifier de coloniale, c'est-à-dire vont qualifier de recherche coloniale d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on se met en relation avec des populations, avec des écosystèmes. Mais en fait, le type de connaissances qui va être valorisé, c'est la science occidentale, et pas les connaissances qu'on a en face de nous. Le type de connaissances qui vont être extraites, souvent, sont des connaissances des populations autochtones, mais en fait, voilà, on l'extrait d'une façon un peu problématique. Et le type de relations avec la Terre et l'environnement qui sont souvent privilégiés, c'est des questions on va aller avec une notion de gestion de les ressources. Je suis dans le conseil scientifique du parc de Guyane. Voilà, c'est des questions qui se posent parce que c'est un parc national. Ils n'ont pas voulu le mot national en Guyane, mais c'est un parc national où il y a les populations amérindiennes qui sont très présentes. Et ça, je pense qu'il faut... il y a des populations, et tout un tas d'habitants qui récusent explicitement que leur territoire vivant pour eux, soit qualifié d'une ressource, voilà, et que leur savoir, voilà, soit pas pris en considération plus qu'il ne l'est, comme des savoirs à part entière, qui ont toutes leurs valeurs et qui ont Et ça, je pense que il faut, je pense que même dans le master, mais ça peut être rapporté à la France, je pense vraiment, quand on parle du monde paysan en particulier, je pense qu'il faut travailler les relations justes, aussi en tant que chercheur et en tant que scientifique et en tant qu'acteur. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on doit travailler dans la façon dont on peut former en fait un certain nombre d'étudiants. Voilà. Bon, je vais terminer parce que je crois que je suis trop long, mais
Je pense, je vais terminer en disant qu'en fait, je pense que l'espace, la formation espace et milieu, je dis pas ça parce que j'ai des trucs à demander à François et Étienne, mais est une formation qui me semble en fait extrêmement complète, et je suis assez convaincu que le panel de possibilités en fait qu'on offre aux étudiants, aussi bien dans les acteurs qu'ils rencontrent, que les savoirs qu'ils rencontrent, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose d'effectivement très riche et qui doit être développé, qui était une force dans le monde aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il faille justement, et que ce qu'il faut, ce à quoi on forme les étudiants, c'est le sens critique, c'est de la rigueur, c'est de la transdisciplinarité, c'est aussi une certaine sensibilité. On les forme, je pense que nos étudiants, on les forme à avoir une approche sensible au fil des données, et que avec ces différents éléments, ils peuvent être pleinement en prise avec le monde et les questions socio-environnementales contemporaines. Je pense qu'il faut juste qu'on continue, comme on le fait, en améliorant 2-3 trucs. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va. Bon, je vais poursuivre sur la transdisciplinarité. C'est un terme que j'aime beaucoup parce que quand j'ai commencé à enseigner à Jussieu en 1972, on parlait de pluridisciplinarité. Et personnellement, j'ai jamais aimé ce mot parce que pour moi, c'était de la juxtaposition d'enseignement et pas de l'interrelation entre les disciplines. C'est pour ça que je crois que votre formation se place plutôt dans la transdisciplinarité que dans la pluridisciplinarité. Et je crois que ce caractère transdisciplinaire, il faut continuer à l'enrichir parce que, comme vous le disiez au cours des tables rondes, il y a peut-être aussi les problèmes de droit à l'environnement, des choses comme cela qu'il faut peut-être aborder également, si ça n'est déjà fait. Cette transdisciplinarité, comme il a été dit lors de quelques interventions, va engendrer votre plasticité intellectuelle, c'est-à-dire votre capacité d'engendrer un problème, d'aborder un problème, de prendre des méthodes adaptées aux dits problèmes et de pouvoir converser avec des disciplines qu'on dirait proches. Et je crois que ça, c'est très, très important de pouvoir écouter une discipline un peu précise, mais dont vous pourrez tirer quelque chose par rapport à votre problématique. Parce que trop souvent, on voit la problématique à travers un microscope et à partir de là, on n'en voit qu'un point, qu'une focale. Alors que ce qu'il faut, c'est avoir une vision transversale. Et là, je crois que vous êtes armés pour cela, même s'il est nécessaire d'améliorer, de développer certains aspects. Ça, je pense qu'on peut toujours se perfectionner. Et je crois que ça, c'est important. L'autre point sur lequel j'insisterai, qui a été évoqué largement, mais sur lequel je souhaiterais revenir, c'est le terrain. Alors, on a parlé un peu rapidement du terrain pour dire on collecte de l'information et on met ça sur SIG. Je pense que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut prendre le problème. Je pense que d'abord, le travail de terrain, ça se prépare, avant même de rentrer dans les SIG, etc. Comment vais-je collecter les données? Je vais avoir des données livresques, je vais avoir des données statistiques, je vais avoir, etc. Mais le terrain, ça se prépare comment? Ça se prépare par rapport à l'espace que j'ai à étudier et où vais-je aller? Ou qui vais-je interroger? Donc il y a tout cet aspect préparatoire et on n'interroge pas que celui qu'on connaît ou que celui qu'on va rencontrer. On essaye de voir quelle est la population du lieu, quelles sont les caractéristiques sociales de ce milieu, et puis dans l'espace, comment je vais travailler. Est-ce que j'ai pas entendu le mot échantillonnage spatial? Quand on a un espace à étudier, tout n'est pas identique. J'ai des ensembles, des sous-ensembles, des sous-ensembles de sous-ensembles. Est-ce que je vais travailler à quel niveau? Je crois que là, il y a un gros travail de réflexion méthodologique avant de passer à dire j'enfourne mes données dans un SIG, je mouline le truc et je ressors des cartes. Parce qu'en gros, parfois, c'est cela.
Hein. Donc, je crois que ça, c'est dangereux, parce qu'à la limite, la manière dont vous calez les différentes données que vous avez un certain résultat, et ça ne correspondra peut-être pas à ce qu'il faudrait trouver. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion sur le terrain, comment on l'aborde, comment je mène mon enquête, comment j'échantillonne la population, comment j'échantillonne l'espace, avec différents types d'outils, bien évidemment. Vous avez les images satellites, les photos aériennes, vous avez plein d'outils à votre disposition, les cadastres, etc. Mais tout ça doit être pris à l'avance, organisé, structuré et comparé. Après, je me lance sur le terrain, parce que j'ai déjà une base solide pour mener mon enquête. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire des écarts par rapport à ce que j'ai proposé méthodologiquement, mais ça sera du sus, ça me permettra de saisir d'autres éléments du terrain. Donc je crois que ça, c'est très important. Après, je peux le mettre en SIG, mais attention, j'ai entendu dire qu'on oubliait la dynamique. Pas du tout. Vous pouvez faire du SIG diachronique, hein, comme on faisait de l'analyse diachronique avec des photos aériennes, par exemple. On peut tout mener à partir du moment où on a les données compatibles. Bon. Donc je crois qu'il faut savoir travailler dans le temps et dans l'espace, parce que cela, quand on cumule un instantané et qu'on regarde ce qu'il y avait avant et qu'on comprend comment on est arrivé à aujourd'hui, on peut se poser des questions pour demain. Et à ce moment-là, on peut avoir la possibilité d'aller plus loin. Donc je pense que là, au niveau des données, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion méthodologique, à mes yeux, hein, qui permette de prendre le terrain comme la base de mon travail, mais une base préparée, organisée, structurée, réfléchie et traitée. Le point sur lequel aussi je souhaiterais insister, c'est les stages. Je crois qu'il est intéressant de voir comment on part en stage. Un stage, ça se prépare. On ne va pas comme ça du jour au lendemain parachuter dans une structure, quelle qu'elle soit, grande, petite, moyenne, peu importe, privée, publique. Mais il faut savoir ce qu'on va aller chercher. Quelle est la problématique? Qu'est-ce que je vais apporter par rapport à ce qu'on me demande? Donc je crois que là, il y a un vrai travail de réflexion sur le choix des endroits où on va faire ces stages, comment on va travailler, comment va y avoir la relation entre l'étudiant, le maître de stage et l'enseignant, parce que je pense que c'est un dialogue entre trois parties. Enfin, du moins, c'est comme ça que je pense qu'on doit fonctionner. Et je pense que ça, c'est très important parce que ça va permettre de faire émerger peut-être des problèmes que l'organisme n'avait pas vus ou peu vus ou pas voulu voir. Hein, et ça sera à vous de le faire émerger. Et à ce moment-là, vous apportez quelque chose et vous pouvez même bousculer des pratiques, vous pouvez même faire réfléchir conceptuellement le lieu, enfin les personnes qui appartiennent au lieu où vous faites votre stage. Et à ce moment-là, vous avez d'une part appris, parce qu'on apprend tout le temps quand on fait un stage, mais en même temps, vous avez apporté. Et je pense que c'est un moyen de labelliser votre formation. Car si ces entreprises se reposent la question, mais même, je n'avais pas pensé à ça, hein, bon, eh ben, ça veut dire que vous avez, grâce à votre réflexion, grâce à votre méthode, grâce à votre manière de faire réfléchir, analyse critique au bon sens du terme, eh bien, vous pouvez faire progresser. Et à ce moment-là, on dira, mais cette formation, elle est super. Ce que je crois d'ailleurs. Hein. Donc, je ne peux que vous encourager les uns et les autres. D'abord, je voudrais remercier ceux qui ont organisé ce colloque parce que c'était passionnant à la fois dans tout ce qu'on a entendu, mais aussi, je dirais, socialement, parce que c'était un plaisir aussi de se retrouver. Hein, pour un certain nombre d'entre nous, nous nous connaissons depuis fort longtemps et je pense que c'est important de continuer à créer ce lien, j'oserais dire intergénérationnel. Et d'autre part, vous avez posé des questions fondamentales qui sont les problèmes de demain et vous en êtes, vous, hein, c'est vous qui demain allez les résoudre.
hein. C'est vous qui allez intervenir. Vous avez toute la formation, la puissance, l'énergie et la force, hein, pour le faire. Et ça, je ne peux vous encourager qu'à le faire. Et croyez-moi, je suis ravie de savoir que dans cette formation, si j'ai bien retenu, 90% de ceux qui sortent de cette formation ont un métier qui est en accord avec leur formation. Et croyez bien que c'est pas souvent qu'on peut dire ça des formations universitaires. Donc bravo à vous, continuez, et je suis ravie de savoir que nous fêtons le 40e anniversaire, c'est ça, et que ça marche toujours bien et voire plus. Merci à vous. Avant que les applaudissements partent, je voudrais en fait que les applaudissements aillent plutôt vers ceux qui tiennent ce master depuis des années, parce qu'il y en a plein dans la salle. Oui. Donc voilà, qu'on envoie les applaudissements pour... j'osais pas le dire. Ouais, mais moi je le dis. Je dis Bonnet, Frédéric, Alexandre, François, Étienne, j'en oublie peut-être, mais voilà. Il y a Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, j'ai commencé par. Voilà, merci à vous.